Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver en direct sur Canal Algérie comme chaque dimanche soir pour parler football dans l'émission C'est l'heure du foot. Et au sommaire de ce troisième numéro de la saison, on reviendra bien évidemment sur la disparition de l'ancien joueur de l'équipe de l'FLN. J'ai nommé donc Mohamed Soukan qui nous a quitté à l'âge de 90 ans. Soukan a été enterré mardi dernier. On reviendra donc sur le parcours de ce grand monsieur du football algérien notamment. On reviendra aussi sur l'équipe nationale, on parlera de l'équipe nationale et on reviendra sur la liste parue hier, donc celle dévoilée par le coach national Djamel Belmadi en prévision des deux matchs qui nous restent en éliminatoire de la Coupe du Monde face au Djibouti et le Burkina Faso. Il y a eu une conférence de presse ce matin animée par le sélectionneur national. On y reviendra bien évidemment. On évoquera aussi l'équipe nationale à prime avec une liste de 24 joueurs retenus par Majid Bougara. Là aussi, l'équipe nationale à prime se prépare pour la Coupe arabe des nations prévue début du mois prochain. Il y aura aussi un débat aujourd'hui sur la dernière réunion du bureau fédéral avec pas mal de décisions prises par les membres du bureau fédéral. On parlera notamment du système de compétition qui sera revu une nouvelle fois en prévision de la saison prochaine. Et on finira par la Liga et la Ligue 2. La Liga avec cette troisième journée de Ligue 1 qui a débuté hier avec le match et la victoire du CS Constantine face au NC Magra, mais aussi le déroulement de la plupart des matchs aujourd'hui. Et cette victoire, encore une fois, de l'US Biskra qui s'impose à domicile face au RC Relisen et qui reste donc leader de ce classement. Après notamment la défaite surprise du Paradou à domicile face au Shabab Riadi de Bilouizdad, 3-1 et on finira par la Ligue 2 comme chaque dimanche. Et pour en parler, pour débattre de tous ces sujets, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés comme chaque dimanche notre consultant Abdelnour Kawa. Bonsoir. Bonsoir Saïd, bonsoir à nos amis qui sont présents. Je vous laisse le soin de les présenter. Voilà. Et bonsoir à tous les amis téléspectateurs qui suivent cette émission régulièrement. Merci Abdelnour. Et de l'autre côté de la table, on retrouve un autre consultant, en l'occurrence Ahmed Lalibi. Ahmed, bonsoir. Bonsoir Saïd, bonsoir à tous nos chers amis téléspectateurs. Et puis juste pour un petit rappel, Mohamed et moi, on vient de commenter un match, on sort de la cabine, donc il faut aller tout doucement avec nous. Pas de souci, pas de souci. Vous avez présenté notre ami qui nous fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui, l'un des doyens de la presse sportive, j'ai nommé Mohamed Haouchi. Mohamed, bonsoir. Oui, bonsoir Saïd, avec beaucoup de plaisir que je retrouve toute l'équipe. Énorme plaisir, Ahmed à mes côtés, et surtout Abdelnour que je n'ai pas vu ça fait longtemps. N'est-ce pas en tous les cas un plaisir de partager avec ce beau moment, tout simplement, et souhaiter à tous les amis qui ont l'habitude de suivre cette émission, de partager aussi des moments très agréables avec nous. Et effectivement, les deux hommes ont commenté le match PAC CRB Luis que vous pourrez suivre ce soir à partir de 23h et quelques sur Canal Algérie, la rediffusion de cette partie qui a été riche en buts avec une belle victoire, donc je le disais, du CRB. On en parlera tout à l'heure et on commence cette émission, ce numéro, encore une fois par une triste nouvelle avec le décès donc la semaine dernière d'un illustre joueur, d'une grande figure du football algérien. J'ai nommé donc Mohamed Soukan qui nous a quitté à l'âge de 90 ans des suites d'une longue maladie. Il a fait partie de cette glorieuse équipe du FLN. Je pense que cette nouvelle a attristé pas mal de personnes, notamment dans le monde du football. Abdelnour Kawa, vous avez connu Mohamed Soukan. Oui, effectivement, je l'ai connu, je l'ai côtoyé très très souvent, même quand il était malade, j'ai eu l'occasion de le rencontrer quelques fois. C'est vrai que c'est une grande perte pour la famille du football. Cette année, depuis 2 ans, nous avons perdu énormément d'anciens joueurs et d'anciens entraîneurs. Ainsi va la vie. Bon, je garderai un souvenir de Mohamed comme étant un homme très très respectueux et très respectable. Il était de bons conseils quand j'étais joueur au niveau de l'équipe nationale, quand il était adjoint de Rachid Mokhloufi, à qui je souhaite également un prompt rétablissement parce que j'avais appris qu'il était également malade. Et il m'a même aidé dans ma carrière d'entraîneur en donnant des conseils pour essayer de mener à bien ma carrière. Aujourd'hui, il a disparu, paix à son âme, et mes sincères condoléances à toute sa famille.
Nos sincères condoléances à toute sa famille, effectivement, Abdenour Kawaï. On va suivre justement ce sujet car il est pour nous notre ami Sid Ahmed Bouraïb et on revient. Le destin aura voulu que Mohamed Soukan, une des figures emblématiques de l'équipe, nous quitte au lendemain de la célébration du 67e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. Lui qui a quitté la France pour la Tunisie en 1958 afin de créer la glorieuse équipe du FLN en compagnie d'une pléiade de talentueux joueurs qui ont abandonné l'équipe de France quelques semaines seulement avant la Coupe du Monde qui s'est déroulée en Suède. Né le 12 octobre 1931 à El Biar, où il a fait ses premiers pas dans le monde du football, avant de rejoindre le doyen des clubs français, le Havre AC. En 1958 et de 1962 à 1964, où il a évolué au poste de défenseur, alors qu'entre 1958 et 1962, il a fait partie de la glorieuse équipe du FLN, qui a constitué un moyen sportif pour faire entendre la voix de la cause algérienne à travers le monde. Une minute de silence a été observée sur les stades dans les rencontres de mise à jour qui se sont déroulées. Rabbi Rahmo, Inch'Allah, Ahmed Laribi, un mot sur le défunt. Oui, que dire de ce grand personnage respectable? C'est une figure emblématique qui est partie dans le silence absolu. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire d'Ahmed Mohamed? Moi, ce que je retiens de lui, c'est un gars très modeste avec des conseils vraiment judicieux. Il s'est occupé beaucoup plus des cadets de la Révolution à l'époque. Il a toujours travaillé dans l'ombre de Rachid Makhloufi, d'abord au niveau des sélections militaires. Abdenour, on connaît un bout, et puis ensuite avec les sélections nationales. C'est un monsieur très respectable. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on présente nos sincères condoléances à toute la famille Soukan. Lui qui a aussi perdu son frère Abdelrahman en 2015. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est qu'on ne l'oubliera jamais. Il fait partie des 32. Aujourd'hui, ils ne sont que 5 rescapés. La plupart sont partis, donc rahmatullah alayhim. Mohamed Houchine, pareil, un petit mot sur le défunt. Vous connaissez assez bien le monde du football, cette équipe notamment du FLN, et cette nouvelle disparition fait mal aussi, hein, puisqu'on est en train, Ahmed Laribi l'a si bien dit, de les perdre au fil des ans. Et c'est vrai, pour nous, en tant que jeune génération, on ne l'a sans doute pas connu, mais on entend parler et cette équipe du FLN marquera encore plus le football algérien. Effectivement, Saïd, que dire de Mohamed Soukan, sinon qu'il a servi son pays durant la guerre de libération nationale. Après l'indépendance, dans la mesure où, il faut le rappeler, il a fait partie de la glorieuse équipe du Front de Libération Nationale, des joueurs professionnels qui ont tourné le dos à la célébrité, à l'argent, à la quiétude, tout simplement pour servir le drapeau national. Il faisait partie de la grande équipe du Havre Athletic Club, qui est l'un des doyens du football français, faut-il le rappeler. Les frères Soukan et les frères Bouchache ont marqué l'histoire du football français et du hack, et c'est tout à l'honneur, en tous les cas, bien évidemment, dire il a été rappelé à Dieu, en tous les cas, que Dieu est son âme. On voit l'image, justement, les images plutôt à l'écran de cet enterrement qui a eu lieu mardi dernier. Abdenour, on était au stade à ce moment-là pour le match de championnat Mouloudia d'Alger, CRB Luzdane, on ne pouvait pas s'y rendre. Mais on voit l'image des présents, notamment il y a eu le ministre de la Jeunesse et des Sports, on voit Abdelrahman Mahdawi à l'image, Mohamed Maouch aussi qu'on va écouter dans quelques instants. Quelle image gardez-vous justement de Mohamed Soukan, Abdenour? Non seulement, j'avais eu comme entraîneur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau de l'équipe nationale avec Rachid Makhloufi. Est-ce qu'il était intransigeant? Comment il était C'était un monsieur qui était très, bon, on peut dire sévère dans la mesure où il ne s'amusait pas avec la discipline, hein. Il était toujours exigeant, non seulement au niveau du comportement, mais également au niveau du rendement des joueurs dans chaque équipe. C'était un duo parfait entre Rachid et Mohamed Rahmo. Moi, je garderai, comme je vous l'ai dit, hein, c'est un monsieur qui m'a énormément conseillé. Et je garderai, il est inoubliable, hein, pour nous, au même titre que pratiquement tous les anciens. J'ai eu cette chance, cet honneur de les avoir pratiquement tous connus. Ce sont de très grands monsieur. Mohamed avait une particularité, c'est qu'il surveillait énormément les joueurs.
Vous savez, quand on était quelquefois en stage, il nous dirigeait à 9h30 dans la chambre, c'était 9h30 dans la chambre. De ce côté-là, il ne s'amusait pas du tout avec la discipline. Moi, je garderai un très très bon souvenir de lui. À l'image de l'ancienne génération qui était assez sévère. D'ailleurs, si on doit se référer un peu au football algérien, jusqu'aux années 90, après la fameuse Coupe d'Afrique à Alger que nous avons remportée avec Kermali Larhamou, la majorité des titres que l'Algérie avait eu, non seulement au niveau des équipes nationales, mais même au niveau des clubs, étaient pratiquement tous donnés par tous les anciens des joueurs de l'équipe FLN, il ne faut pas l'oublier. Exactement, et on va écouter justement le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelzer Sebgeg, mais aussi l'ancien coéquipier donc, de Mohamed Soukan au sein de cette équipe du FLN, Mohamed Maouch. Génération futures pour qu'il l'accueille en son vaste paradis. Allah yarham shuhada et santé et prospérité aux Moudjahidines. Il a toujours travaillé dans l'ombre. Il n'a jamais pris un grand club, il n'a jamais essayé de gagner de l'argent. Une scène, il se suffit à lui-même. C'est pas. Alhamdoulilah. Une scène, il est direct. ما عندك ما عندنا ما نقولوا عليه الله يرحمه ويوسع عليه وان شاء الله ربي يلاقيه في جنته. Ahmed, ce qui est malheureux, c'est que chaque semaine maintenant, on débute cette émission. On espère que ça sera la dernière fois. On débute nos émissions avec des disparitions, avec des décès. La semaine dernière, c'était Mahdi Serbah. Cette semaine, donc, Ami Mohamed Soukan. Bien avant, c'était Nordin Sadi et d'autres. Rabbi Yarhamahum, Inch'Allah. On repose toujours la même question. Est-ce que l'Algérie a profité de ces messieurs-là, de ces grands messieurs du football algérien? Voilà, vous touchez un point très sensible. Ça mérite un débat à lui seul parce que je vais parler de Serbah. Je vais dire qu'il nous a quittés aussi dans le silence parce qu'on aurait pu profiter de lui. Il aurait pu nous faire plutôt avoir une académie et donner de jeunes gardiens de but qui peuvent aller vers l'avant. Maintenant, c'est le problème. Même nous, on se le pose. À chaque fois, on n'arrive pas. Nous, on reconnaît les anciens quand ils meurent. Et puis, c'est toujours comme ça. Ce qui est navrant, c'est que on n'en profite pas quasiment de ces messieurs. Oui, toute l'expérience. Excusez-moi, toute la problématique est là. Vous avez très bien ciblé ce sujet. C'est vrai que nous, même quand on honore des gens, on les honore vers la fin de leur carrière. Alors que c'est un peu trop tard. Il y a des moments où on honore quelques-uns et ils ne sont même pas conscients, ils ne savent pas où ils sont. Maintenant que la plupart sont partis, j'espère qu'on pourra pouvoir profiter de certains qui sont toujours en vie. Et puis même Mohamed Maouch, tout à l'heure il a parlé de Ami Mohamed, j'ai retenu une seule phrase de ce qu'il a dit. Il a dit qu'il est parti, il a travaillé dans l'ombre. Donc c'est quelqu'un qui s'est fait toujours tout petit, quoique lui il est grand. Et puis moi, tous les gens qui sont partis, qui nous ont quittés, on retiendra de ces gens-là. C'est des gens braves, c'est des gens très modestes, très courageux. Et puis tout à l'heure, Mohamed a dit que la plupart des joueurs qui ont joué dans l'équipe du FNN ont laissé une célébrité, ont laissé la gloire, ont laissé l'argent. Et puis il faut aussi rendre hommage à leurs épouses françaises aussi. L'histoire, justement, parlera d'eux, je pense, pour très très longtemps. Et justement, ce matin, en conférence de presse, Jamel Belmadi, en préambule de sa conférence de presse, est revenu, a tenu à rendre hommage notamment à Soukan et Serbah, on l'écoute. أتقدم بأخلص التعازي إلى عائلة سرباح وكذا عائلة سوكان. مهدي سرباح كتب اسمه بأحرف من ذهب في كرة القدم الجزائرية، خاصة في كأس العالم سنة 1982. Mémorable, 1982, et ce fameux match, parce qu'aucun Algérien, et qu'il est toujours bon de rappeler qu'un Algérien n'a oublié contre l'Allemagne. Pour M. Soukan, si aujourd'hui nous sommes là, c'est aussi... سوكان هو الآخر رمز الكفاح الوطني، وهب نفسه من أجل تحرير الوطن عندما كان يلعب مع فريق جبهة التحرير. أكن له كل الحب
والاحترام. مرة أخرى تعازية للعائلتين. Cette équipe du FLN et voilà, toutes ces composantes et tout ce qu'ils ont pu accomplir qui font qu'aujourd'hui on est un pays libre à travers le football. Un petit souci de son, on a un petit peu mélangé, on ne devait pas prendre le sonore de nos amis de la terrestre, mais en tout cas on a pu écouter et le message est passé, celui de Jamal Belmadi. Mohamed Haouchine, justement, un petit mot. Oui, je voulais tout juste dire que c'était un ami, un frère que j'ai côtoyé pendant des années à Tizi Ouzou. Il était gardien de but international de la JS Kabylie. Je voulais tout juste vous dire que j'ai perdu un frère et que tout récemment, au mois de juin dernier, il est venu à Tizi Ouzou dédicacer son livre mémoire incroyable. Et on l'a reçu ici, Mohamed Haouchine, au mois d'avril. On l'a reçu sur ce même plateau. Abdelnour s'en souvient. Il a présenté son nouveau livre et il était plein de panache malgré la maladie. Et je voulais dire qu'il avait accompli un véritable pèlerinage à Tizi Ouzou, une ville qui était adorée. Vous aurez vu une foule nombreuse, des femmes, des enfants, des gars de tout âge qui sont venus véritablement faire la photo souvenir avec lui. Il était tout heureux au milieu de cette foule. En tous les cas, c'est l'image que je garde de ce charmant garçon, le gardien volant qu'on a appelé à l'époque l'homme de Gijón. L'homme de Gijón, exactement. Alors messieurs, Rabbi Yarhamhom en tout cas, et encore une fois, on présente nos sincères condoléances à leur famille. Et à présent, on passe au football action, et notamment avec le jingle des 3 points de Kawa. Et les 3 points de Kawa de cette semaine... Bon, je vais essayer de les donner dans l'ordre. Au moment du match Mouloudia CRB, on a remarqué un joueur qu'on ne connaissait pas, qui venait de Boufarik, un certain Touki. Donc pour moi, il a marqué beaucoup de points dans ce match-là. J'espère que ça va être la révélation non seulement au niveau du Mouloudia, mais au niveau du football algérien. Bon, on ne peut pas le juger sur un match. Mais ce qu'on a vu, ce qu'il a fait, il l'a fait proprement. Et je pense qu'il a des capacités pour aller très très loin. Le deuxième point, c'est un peu la venue de l'entraîneur de la JSK, Ammar Souyah, qui est le 6e entraîneur tunisien qui travaille dans le championnat algérien cette saison, et le 8e étranger. Si on doit, donc ça fait un peu plus de pratiquement la moitié du championnat de la division professionnelle est dirigée par des entraîneurs, donc c'est 8 entraîneurs étrangers qui travaillent. J'espère que Souyah va pouvoir apporter, aux dernières nouvelles, la GSK était menée 2-0, bon, ils ont réussi à remonter 2-2, on ne sait pas si le match est terminé, mais j'espère qu'il va pouvoir apporter sa contribution. La GSK était partie sur la saison passée sur une très bonne saison. Donc ce côté-là. Et le troisième point? Et le troisième point, c'est que habituellement, on a l'habitude de voir des entraîneurs sauter. Là, donc, c'est des fusibles qui sont en train de sauter. Là, au niveau du CRB, à partir du deuxième match, on voyait Hay être dégommé. Moi, je pense que ça ne va pas être le seul cette saison. Puisque déjà, après 3 matchs depuis le début de saison, pas mal d'entraîneurs étaient sur la sellette et pas mal de managers également. Je voudrais revenir justement sur l'arrivée de Souyah, donc le coach tunisien, avec Mohamed Haouchine, justement assez spécialisé notamment dans les affaires de la JS Kabylie. Mohamed, vous étiez présent à la conférence de presse du technicien tunisien. Effectivement, Abdelnour Kawa, quand il parle du 6e ou 8e entraîneur tunisien, il a bien fait en tout cas. Juste pour préciser que c'est le 3e entraîneur tunisien de l'histoire de la JS Kabylie, après Sofiane Haddoussi en 2017, sous l'ère du regretté Mohamed Chérif Hannachi, plutôt récemment Yemen Zelfani, et c'est le 3e en tous les cas. Il faut le dire que c'est un entraîneur qui a quand même un CV, 64 ans, il a assez d'expérience, il a entraîné l'Étoile du Sahel, l'Espérance Tunis, le club de Hammamlif, des clubs de 2e division, mais surtout de nombreux clubs en Arabie Saoudite, certainement que Abdelnour Kawa est bien placé pour nous le dire. En tout cas, premier point de presse, il a donné l'impression d'une carrure de quelqu'un qui domine aisément son métier. Bien évidemment, vous me direz que pour un entraîneur, ce sont les résultats qui vont plaider en sa faveur. C'est ce que nous lui souhaitons. Le discours peut aussi
avoir une petite indication quand on l'écoute. Écoutez, moi j'étais vraiment emballé par son discours, un discours très très pragmatique. Direct. On a l'impression, en tout cas, l'impression que c'est le monsieur qui domine son sujet, qui connaît le football, qui sait communiquer. J'ai beaucoup apprécié quand je personnellement posé la question qu'il a la renommée d'être quelqu'un de très rigide en matière de discipline en Tunisie. Il m'a répondu sagement que la discipline, elle doit venir avant tout des joueurs et je ne suis là que l'homme d'orchestre d'intervenir lorsqu'il le faut. Je tiens juste à dire, quand on lui a posé la même question, qu'il y a plusieurs techniciens tunisiens qui viennent travailler en Algérie, il a dit qu'il n'y a pas de frontière entre les deux pays frères comme la Tunisie et l'Algérie, en rappelant que dans un passé plus ou moins récent, des entraîneurs algériens ont travaillé, ont fait la gloire des clubs algériens. Je veux citer Ben Cheikha, qu'on appelle le général, il faut le souligner, Kamal Mouassa, Ali Fergani, Chiniti, le Sétifien, Abdelkrim Bira et le regretté Rachid Belhoud. Maintenant que c'est à l'heure pour les Tunisiens, moi je pense que c'est tout bénef pour les deux pays. Non, quand on parle de frontières, c'est pratiquement au niveau mondial. Hein. On a vu des entraîneurs brésiliens travailler un peu partout. La preuve, c'est qu'on a aujourd'hui un entraîneur brésilien au niveau du CRB. Donc effectivement, le métier d'entraîneur n'a pas de frontières. Et maintenant, à lui aujourd'hui, puisqu'il a un challenge assez relevé, à lui maintenant de faire ce qu'il faut. Disons que c'est la particularité de deux équipes, de deux pays voisins, comme il y a eu des entraîneurs marocains aussi. Hein. Et le paradoxe, c'est que les joueurs algériens partent en Tunisie et les entraîneurs tunisiens arrivent en Algérie. Un mot sur Yahi, dégommé pour reprendre un petit peu le terme utilisé par Abdelnour Kawa, donc limogé la semaine dernière après cette défaite face au Mouloudia d'Alger, au bout de la deuxième journée seulement, à se poser les questions. Oui, ce qu'il faut dire concernant le limogeage, je dirais, c'est un limogeage, et puis c'était pressenti, parce que ça fait très très belle lurette que Hossein Yahi était sur la sellette, parce que, moi je dirais tout simplement que... Sous pression, plutôt. Sous pression, et puis c'est un gars qui est très gentil, et puis quand vous avez... C'est un gars qui est très gentil, je m'arrête là. Est-ce que c'est un tort d'être gentil dans le monde du football algérien? Ça devient une tare. Oui, ce que je voulais dire, Saïd, vous m'avez interrompu, excusez-moi. Gentil, mais je peux être gentil, mais je peux être ferme. Lui, il a été trop gentil, il n'a pas eu cette fermeté dans sa gestion, d'abord individuelle, au niveau du groupe, au niveau du club. Et puis les joueurs l'ont ressenti. Il y a des moments où les joueurs ne le respectaient pas. Ah, vous pensez que les joueurs n'ont pas... C'est des choses... Est-ce qu'il devait être protégé aussi par la direction, par le président du conseil d'administration? Vous savez, lui, il a été nommé comme directeur sportif, donc c'est à lui de se protéger d'abord. Et puis de par son vécu, son expérience dans le football, il ne faut pas oublier, moi j'ai joué avec lui pendant 4 saisons. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Oui, il est de mon patelin, il est de mon quartier. Donc quelque part... il s'est un petit peu loupé dans sa manière de voir les choses, dans sa manière d'orienter. Est-ce que le mercato, vous parlez, vous dites qu'il s'est loupé, est-ce qu'il s'est loupé aussi dans le mercato, puisqu'il est jugé sur le mercato, lui, le directeur sportif. Et si on doit analyser et juger le mercato du Shabab, je pense qu'il est encore tôt. Hein. Deuxième journée, c'est encore tôt pour juger son travail. Vous parlez d'un sujet qui est vraiment épineux ici en Algérie, parce que... Loin de moi l'idée de le défendre, hein. Je parle de manière on ne défend assez, personne, on parle football, et puis concernant son limogeage, c'est vrai que quelque part, je vais vous dire une chose, c'est qu'il avait un peu les mains liées. Il n'avait pas le plein pouvoir. Et pour assumer le poste de directeur sportif dans un club, il faut avoir le plein pouvoir aussi. Très très bien. On passe à toute autre chose, à l'équipe nationale avec le jingle. Allez les Verts. Et messieurs, donc on commence cette rubrique dédiée à l'équipe nationale avec la liste des 25 joueurs retenus par Djemal Belmadi. C'était hier, avec une liste de 25 joueurs et quelques retours à Ounas, notamment Zarba comme troisième gardien à la place de Medjadel, Hleimia, Abdellaoui donc à la place de Fares blessé, Zefan qui quitte ce groupe donc pour laisser place à Reda Hleimia, Kebel un petit tour et puis il s'en va, il était retenu lors du précédent stage. On voit à l'image donc cette liste des 25 joueurs. On rappelle que l'équipe nationale affrontera ce vendredi au stade du Caire l'équipe de Djibouti pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Et 4 jours plus tard au stade Mustafa Tchaker de Blida le 16
Le 16 novembre, voilà, à 17h, la grande finale face à l'équipe du Burkina Faso pour clôturer cette campagne des éliminatoires. Alors, messieurs, un petit mot sur cette liste, 25 joueurs. Est-ce qu'on peut dire que c'est une liste aussi à Abu Dhabi, on en parlera tout à l'heure. Est-ce qu'on peut dire que c'est une liste assez logique, pas de surprise? Il n'y a que Belmadi qui le sait. Hein. De toutes les façons, l'ensemble des joueurs, il y a pratiquement 15-16 joueurs qui se retrouvent à chaque fois. C'est vrai qu'il y a eu quelques retours, des absences. Bon, c'est tout à fait logique. Mais je pense que Jamal a très très bien réfléchi en faisant cette convocation. Donc pour les deux matchs qui sont très importants, en commençant par celui de Djibouti au Caire. Bon, pour moi, on ne doit pas rencontrer de gros problèmes pour ce match, mais je pense que ce match-là va servir d'appui pour le match du Burkina Faso, qui va être très très important pour la suite des éliminatoires de la Coupe du Monde. Mohamed Hawchin, un petit mot sur le retour notamment de Ounas et Abdellaoui Hleimia. On sent qu'il y a, pour l'instant, Jamal Belmadi ne veut pas chambouler son groupe. Il y a des départs, des retours de joueurs, mais c'est des joueurs qui connaissent très bien le groupe, qui connaissent la mentalité aussi de Jamal Belmadi. Effectivement, Saïd, vous m'avez devancé. J'étais tout heureux en tous les cas d'apprendre le retour de Ounas, un joueur que j'aime bien en tous les cas, qui va apporter quelque chose certainement. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est la confiance renouvelée à Youssef Belaïli, dont on a dit beaucoup de choses assez méchantes peut-être ces derniers temps. Je suis en tous les cas tout heureux que Belmadi couvre son joueur, qui lui redonne confiance en tous les cas. Ça a été l'un des animateurs de cette équipe nationale. Moi, j'applaudis à cette décision. Justement, Belaïli qui traîne une petite blessure au niveau du mollet, plutôt de la cheville, mais en principe rien de grave. Il sera bien rétabli pour notamment le premier match face à cette équipe du Djibouti. Avant d'écouter Belmadi dans quelques instants, Ahmed Laribé, un petit mot sur cette liste et ce match qui arrive face au Djibouti. On sait qu'il y a 4 joueurs qui sont sous la menace d'une suspension en prévision de ce dernier match face au Burkina Faso. On peut dire que c'est une liste assez logique. Moi, je dirais tout simplement que c'est une liste très très logique et les choix, c'est Belmadi qui doit les assumer. Je dois parler d'abord de Attal. Ça fait très longtemps que Attal n'a pas effectué 2 stages consécutifs. Exactement. C'est bien, ça prouve que pour le moment, il est en super forme. Aujourd'hui, il joue contre Montpellier à 17h45. Et puis, j'ai envie aussi de parler de Delors. À l'instant, le coup d'envoi d'ailleurs. Le coup d'envoi. Je dois dire que Delors a rendu un grand service à Amoura, parce qu'il a été reconduit pour la 2e fois. Donc, il lui a offert une place sur un plateau. Et puis, concernant les départs des 7 absences, sur les 7 absences, il y a eu un gardien de but, 4 défenseurs, un milieu de terrain, un attaquant. Les gens qui les ont remplacés, c'est dans le même contexte aussi. Donc il y a 4 défenseurs. Je pense que Belmadi, avec sa liste élargie, est en train de puiser là-dessus. Et puis comme a dit tout à l'heure Abdenor, les gens qui sont compétitifs par rapport au dernier match qu'on avait joué, la plupart des joueurs, ils ont minimum 3 matchs, maximum 5 matchs. Ça prouve que l'intensité et le rythme, ils les ont dans les jambes. Et place désormais à Jamal Belmadi qui va nous donner son avis sur cette liste. On va l'écouter. J'ai envie sur ce stage-là d'avoir des joueurs qui connaissent ce groupe-là, qui connaissent, qui sont des joueurs de football. Hein. Ils ne viennent pas pour le copinage, hein, mais qui connaissent ce groupe-là, qui sont déjà investis, qui connaissent la mentalité, l'état d'esprit. Et voilà, c'est une date, elle est très 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 particulière. Cette date FIFA, elle est décisive. Donc voilà, amener des joueurs qui ont ce passé avec nous, qui connaissent la mentalité qu'est la nôtre, les éléments et les ingrédients que l'on met en place pour gagner les matchs. Jamal Belmadi a parlé justement de la mentalité. Pour l'instant, pas question de ramener des nouveaux joueurs, puisqu'on prépare un match notamment important face au Burkina Faso. Et avant donc, cette partie, il y aura ce déplacement au Caire pour affronter le Djibouti. Abdennour, vous l'avez écouté, Jamal Belmadi. Pour l'instant, il y a un objectif en vue, celui de se qualifier en Coupe du Monde, notamment passer cette phase de groupe avant le match barrage prévu en mois de mars prochain. Oui, concernant justement les joueurs convoqués, il l'a très bien dit, ce sont pas des joueurs ce sont des joueurs qui connaissent déjà la maison, hein, ils ne sont pas à leur premier stage. C'est vrai que maintenant on est en train de jouer un match très très décisif pour la suite des éliminatoires de la Coupe du Monde.
Aujourd'hui, il a cet effectif-là, il l'a réfléchi, il a bien réfléchi avant de convoquer ses retours en quelque sorte. Bon, ceux qui sont absents, là, notre ami Mohamed Hawchin a très bien dit, moi également, je suis très content pour le retour de Ounes. Il faut dire que c'est un joueur qui est plein de qualité. Et je pense que si jamais il a la chance de jouer, il va prouver un peu toute sa panoplie de joueurs stylés. Hein. Donc, moi, je ne suis pas très inquiet. C'est vrai que le match du Burkina Faso est très important, mais j'espère qu'on a les armes pour pouvoir passer ce cap-là. Et justement, pour information, le stage de l'équipe nationale, bon, quelques joueurs sont déjà là à Alger, au centre technique national de Sidi Moussa, mais pour une première, disons, le stage aura lieu au Caire, puisque le départ vers la capitale égyptienne est prévu demain matin. Il y aura une escale à Paris pour récupérer les autres joueurs professionnels avant de se rendre au Caire pour préparer ce premier match face au Djibouti. Justement, pour ce retour au Caire, puisqu'on a quelques belles des souvenirs assez intéressants en Égypte, avec notamment cette victoire en Coupe d'Afrique il y a 2 ans de cela. Jamal Belmadi en parle. بالفرحة كبيرة أنا رايحين إن شاء الله لمصر jouer sur ce terrain, ça va nous rappeler beaucoup de bons souvenirs. On a pris le même hôtel, autant faire les choses bien comme il faut, histoire aussi de rajouter ce genre de souvenirs qui voilà, tout le monde y trouvera son compte là-dessus. Mohamed Hawchin, c'est avec pas mal de nostalgie que l'équipe nationale, les joueurs de l'équipe nationale retrouveront le Cairo Stadium pour affronter cette équipe du Djibouti. Il y a 2 ans et demi de cela, dans ce même stade, l'équipe nationale a soulevé sa deuxième consécration, son deuxième titre de Coupe d'Afrique. Oui, je trouve que c'est bien que les Fennecs vont se ressourcer au pays des Pharaons, là où ils ont connu de grosses sensations. Ils ont offert du bonheur à des millions d'Algériens. C'est une bonne chose. Et c'est la première fois, en tous les cas, que Jamal Belmadi prévoit un stage de 4 jours à l'extérieur. Il a l'habitude de se préparer à Sidi Moussa, de partir généralement la veille. Et là, pour une fois, 4 jours, c'est bien pour reprendre avec l'acclimatation dans les pays africains. Vous savez qu'il fait, bien évidemment, sortir, aller se préparer au Caire, et puis pour retrouver le Caire au Stadium, en tout cas pour remettre l'équipe sur un véritable cadre habituel sur le plan africain. C'est une bonne chose en matière d'imprégnation. On a même réservé le même hôtel là, pour vous dire, celui c'est une bonne chose dans lequel l'équipe séjournait lors de la CAN. Et pour 2019. maintenir l'ossature de son équipe, l'unité de cette équipe, je trouve que c'est une bonne chose que de prévoir un avion spécial qui va faire un crochet par Paris pour ramasser le reste de l'équipe. Et je pense que c'est ce qui fait l'âme d'une équipe. Hein. Ah oui, exactement. Et justement, on va écouter maintenant Jamal Belmadi qui a parlé de ce match face au Djibouti. C'est vrai que sur le papier, l'équipe nationale part largement favorite pour ce match, mais on va écouter Jamal Belmadi qui quand même veut rester assez prudent. Toujours avec le sérieux, l'envie de faire le métier, le boulot bien comme il faut, et voilà, faire le plein de points. Ce match-là est aussi beaucoup au-delà même du résultat, qui est le plus important. C'est aussi d'abord le résultat, d'abord prendre ces 3 points-là. Et puis il y a plusieurs autres choses là-dessus. C'est une très bonne préparation pour le dernier match aussi. Ahmed, oui, c'est ce que j'allais dire. D'abord, il a les cartes en main, il sait ce qu'il fait, ce sélectionneur, parce qu'il est repos en profil. Et puis il parle de sérieux, de ramener 3 points. Et puis j'allais tout à l'heure anticiper pour vous dire que c'est les 4 jours de préparation, plutôt de regroupement. C'est une préparation d'avant-match pour Burkina Faso, pour qu'il puisse être très concentré. Et puis le fait de revenir en Égypte, c'est beaucoup plus pour se remémorer les bons moments qu'on avait vécu en 2018 ou 2019, je crois. 2019. Abdelnour, il y a eu une guerre psychologique cette semaine. Ça a été le cas il y a quelques semaines de cela, mais cette guerre s'est accentuée cette semaine encore une fois. Plutôt fin de semaine dernière avec les communiqués donc, de la fédération Burkinabé, justement, qui a sollicité la CAF pour demander la délocalisation de cette partie, cette deuxième
ce deuxième match donc, prévu par les Fenech face au Burkina Faso, mardi prochain. Du côté de la fédération du Burkina, on parle de terrain qui est au mauvais état. On évoque aussi l'insécurité. C'est une guerre psychologique qui n'a aucun sens. Il ne faut pas tomber dans le piège. Et je ne pense pas que Jamel Belmadi ainsi que les joueurs puissent tomber dans ce piège-là. Bon, c'est un peu légitime de leur part. Ils essayent, on connaît très bien les Africains pour toujours essayer de saper un peu le moral des équipes contre lesquelles elles doivent jouer. Bon, mais je pense que nous avons quand même suffisamment d'expérience aujourd'hui, quelles que soient les déclarations, les tentatives du Burkina Faso. Moi, je pense qu'on est... de toutes les façons, Jamal a dit un mot qui est très important, le sérieux. Tant que nous sommes sérieux, nous n'avons pas du tout à nous inquiéter parce que nous avons les capacités de pouvoir nous surpasser et de gagner n'importe quel match. Bon, maintenant, c'est vrai que c'est une étape très très difficile aujourd'hui. Le Burkina Faso, la seule chance qu'il leur reste, c'est de nous battre pour pouvoir se qualifier. Bon, bien sûr, il ne faut pas faire fi du match de Djibouti, hein. Mais je pense que ça va être pas une formalité, mais si on joue sérieusement, c'est un match qui est largement à notre portée. Une équipe qu'on a battue 8-0 au match aller. Et donc, préparer sereinement et ne pas tomber dans le piège des déclarations intempestives de la fédération burkinabé. Et Jamel Belmadi, on a parlé justement, a répondu à toute cette guerre psychologique menée par cette fédération burkinabé en répondant plutôt que ce sera au terrain que ça va se jouer. Sûr, donc c'est au terrain qu'on aura le vainqueur. C'est pas coup de lettre qu'on va jouer. Hein. Exactement, ça c'est une évidence. Et justement, dernière déclaration de Jamel Belmadi sur les objectifs de l'équipe nationale à la prochaine CAN. Après justement cette qualification qu'on espère pour la Coupe du Monde, il évoque la prochaine CAN qui aura lieu au Cameroun. Bien sûr, بكل طموح وكل حماس كل طموح c'est sûr et certain. Après j'ai dit l'objectif Ta'ana, c'est évidemment la qualification de Coupe du Monde. Elle dit l'objectif principal. Cache Mosquée, on ne se cache pas pour ça. Donc on est en plein dedans. Au milieu de ça, il y a la Coupe d'Afrique. C'est pas parce que l'objectif Ta'ana c'est la Coupe du Monde que la Coupe d'Afrique, compétition tellement relevée, Moustawa Kbir. C'est une compétition intercontinentale. On va y aller avec beaucoup de motivation. Ça, c'est dans un second temps. L'objectif premier étant cette qualification en Coupe du Monde. Mohamed Haouchine, avant ce match notamment, on se focalise sur le Burkina Faso, puisque ça sera la grande finale au stade Moustapha Tchaker. Oui, je pense qu'il faut, comme l'a dit Abdenour, il faut élever le niveau. Vous savez, ça fait partie du folklore africain. Moi, je vous rappelais, par exemple, qu'en 2013, l'équipe nationale a vécu l'enfer au stade à Ouagadougou, à Ouara, comme ils disent les Burkinabés, n'est-ce pas? Donc, mais je pense que l'Algérie a dépassé tous ces problèmes. L'équipe nationale et maintenant connaît les problèmes, les aléas du sport dans les différents terrains africains. C'est ce qui a fait sa force pendant la CAN 2019 et assurément la qualification est entre les mains de l'équipe nationale, son destin est entre ses mains. Il reste à se focaliser sur ce match contre Djibouti, bien évidemment, qui n'aura pas trop de problèmes, et gérer tel qu'il se doit ce dernier match qualificatif au stade Tchaker, tout en rappelant que le public est admis à cette rencontre. On va en parler dans quelques instants. Voilà. Donc je pense qu'il faut effectivement se focaliser sur ce dernier match décisif qui est de la possibilité de nos Fenech. Et justement pour Jamel Belmadi, tous les voyants sont au vert, puisqu'il n'y a pour l'instant pas de blessés, mais aussi, mis à part, donc on a oublié d'en parler, Boudaoui qui est forfait pour blessure. Mais sinon, pour le reste du groupe, notamment les cadres sont là et sont bien présents pour ces deux matchs. Et ils sont en excellente forme, à l'image de Riyad Mahrez, même s'il n'a pas joué hier lors du derby face à Manchester United. Il a brillé une nouvelle fois en Ligue des Champions face à Bruges la semaine dernière en marquant un but. Riyad Mahrez, il ne joue pas régulièrement, notamment en championnat, mais dès qu'il est aligné, notamment en Coupe d'Europe, Abdenour, il est toujours là, il répond présent. On sait très bien quel est le cas de Mahrez au niveau de Manchester City.
c'est la 3e saison, hein, où il joue, il est titulaire un jour, il n'est pas titulaire. Mais je pense qu'il a sa 4e saison, il entame sa 4e saison. Il s'est surpassé, donc il a maintenant suffisamment d'expérience pour pouvoir gérer, qu'il joue, qu'il soit sur le banc. Mais à chaque fois qu'il joue, il nous régale, non seulement avec des buts, de très beaux buts, mais pour moi, c'est un des meilleurs joueurs qu'on ait. Hein. Islam Slimani, de retour de blessure, titulaire jeudi dernier en Coupe d'Europe, là aussi face au Sparta Prague. Et Islam Slimani qui marque un doublé et qui confirme notamment sa forme actuelle du moment. Ouais, je dirais simplement que Slimani est un modèle à suivre parce qu'il a su comment relever les défis. À chaque fois qu'il rentre en cours de jeu ou rentrant, il a démontré ses qualités, il y croit, il a un mental de fer. Moi je pense que Slimani est bien parti pour réaliser une très belle saison cette saison parce que d'abord il a les qualités pour. Et puis il a une qualité vraiment que beaucoup de joueurs n'ont pas, c'est cette force mentale qui lui permet d'aller vers l'avant et de relever le défi. On est très content pour lui. Mohamed Hawchin, là encore un autre joueur qui a brillé cette semaine, plutôt en fin de semaine dernière en Coupe d'Europe là aussi, avec Saïd Benrahma qui s'est offert un doublé face à Genk, donc en Europa League. Et Saïd Benrahma qui petit à petit s'impose aussi en équipe nationale, même si la concurrence est rude, avec notamment dans son poste un certain Youssouf Belaïli. Moi j'adore ce joueur en tout cas, après avoir fait les beaux jours de Brentford, faut-il le rappeler. Là il atteint la première ligue avec West Ham, il est en train de se faire adorer en tout cas par le public. Il a, comme vous l'avez si bien dit, une concurrence au niveau l'attaque nationale, vous savez, avec les Slimani, avec les Bounjah, c'est pas facile de s'imposer, mais je pense qu'il aura toute son heure, en tous les cas, pour s'imposer. Je voudrais juste dire 2 mots pour ce qui est de Mahrez, dans la mesure où on chicane un peu sur les choix de Pep Guardiola. Il connaît son métier, vous savez, contre United, moi je suppose qu'il lui a préféré le Brésilien Gabriel Jesus, parce qu'il est plus costaud, il défend, et contre United, vous savez, ils ont un couloir droit qui est quand même assez puissant, donc il a joué sur le plan tactique, dans la mesure où il faut dire qu'on adore le Mahrez national, mais il faut dire qu'il ne défend pas autant que le Brésilien Jesus. Donc je pense que ce sont des choix tactiques et ça reste l'une des pièces maîtresses de Manchester City. Évidemment, là on va parler de Ferroli aussi rapidement, Abdel Ferroli qui revient petit à petit lui aussi à son meilleur niveau, buteur là aussi face au Lokomotiv en fin de semaine dernière. Il permet à Galatasaray d'éviter la défaite. Oui, il faut souligner que Ferroli a eu des problèmes en début de saison avec son club. Bon, mais on connaît un peu toutes les qualités qu'il a. Hein. C'est un battant. Moi, au niveau de l'équipe nationale, j'ai eu la chance de le connaître puisqu'on l'avait convoqué tout à fait au début dans les années 2012. Donc Ferroli, moi je pense qu'il est encore très très utile à l'équipe nationale. Ounes, dernier joueur de l'équipe nationale qui a là aussi après une longue absence de blessure, près de 5 semaines d'absence, lui aussi a marqué un superbe but face au Legia le week-end, plutôt en fin de semaine. Et là aussi Ounes qui donne, on en parlait tout à l'heure Mohamed, qui donne des nouvelles rassurances. C'est un joueur qui, c'est vrai qu'on ne peut pas peut-être compter sur 90 minutes, mais quand il rentre, il a ses dribbles qui peuvent faire la différence. Moi, je dis, je suis heureux vraiment du retour de ce garçon qui a été gâté par les blessures, il avait changé de club, il avait été prêté, mais ça reste une valeur sûre en tous les cas. Il a du cran, il a de l'amour propre, et c'est ainsi qu'il s'est imposé en tous les cas. Là où il est passé, dans le calcio, il n'est pas facile en tous les cas de s'imposer. Moi, je pense que c'est un atout bénéf pour l'équipe nationale. Et on revient donc à l'information que vous avez donnée tout à l'heure, Mohamed Hawchin. Donc ce match face au Burkina Faso, mardi 16 novembre, se déroula au stade Tchakal en présence du public, avec 14 000 supporters qui seront admis au stade Mustapha Tchakar. Évidemment, ces supporters devront présenter le pass sanitaire pour pouvoir accéder à l'enceinte de Tchakar. Ahmed Laribi, c'est bien de retrouver le public de nouveau dans ce stade. Ça a été assez triste de voir le stade Tchakar vide lors des précédents matchs de l'équipe nationale. Oui, tout à fait. Je dirais que c'est une peine pour l'équipe algérienne parce que il va y avoir la retraite de 14 000 supporters. La CAF a donné son accord. C'est autorisé, c'est bien. Je pense qu'ils vont être très chauds
parce que ça va être un match très compliqué. Si vous me permettez, Saïd, j'ai aussi de parler d'un compartiment qui me tient à cœur. C'est le compartiment de l'axe central, l'élection algérienne, parce que je vois que Mandi ne joue pas assez, et j'espère que d'ici quelques temps, il va avoir ce nombre de matchs dans les jambes. Le mode de compétition me fait peur beaucoup plus contre le Burkina Faso. L'avantage dans son club de Villarreal, c'est une équipe qui joue la Coupe d'Europe, donc c'est vrai qu'il ne joue pas à chaque match, mais il parvient quand même à jouer au moins une fois par semaine, et c'est déjà ça. Djamel Belmadi, on a parlé ce matin en conférence de presse. L'essentiel est là, c'est que les joueurs ne sont pas blessés, les 4 sont présents. Et c'est ce qui est le plus important. Un petit mot, messieurs, sur l'équipe nationale A', puisque Majid Bouguera a dévoilé sa liste aujourd'hui, sa liste de 24 joueurs retenus pour le prochain stage qui aura lieu à Doha, plutôt à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. À Dubaï. Voilà, à Dubaï, voilà. Donc, et on a à l'image ces 24 joueurs retenus par Majid Bouguera. Et à Dubaï, l'équipe nationale jouera 2 matchs amicaux. Le premier face à la Nouvelle-Zélande le 12 novembre et le second face au Soudan du Sud, c'est programmé le 15 novembre. 2 matchs très importants, les derniers, j'imagine, avant cette Coupe arabe prévue qui débutera le 1er décembre à Doha. Oui, je pense que ça tombe à pic. C'est avoir 2 matchs internationaux à l'extérieur surtout, puisque ça va se dérouler au Qatar. Donc c'est une très bonne chose pour notre équipe nationale des locaux. Il ne faut pas oublier que la liste a un peu été élargie avec les joueurs qui jouent dans le championnat des pays du Golfe. Donc c'est une très bonne chose également. Moi je pense que cette équipe-là pourra aller très très loin, dans la mesure où ça va être... On sait très bien quel est l'objectif de Bouguera. C'est pratiquement le même chemin qu'il prend comme l'équipe nationale de Djamel Belmadi, et il travaille dans le même sens. Très très bien, messieurs, on a fait le tour donc, de l'actualité de l'équipe nationale A, mais on souhaite évidemment bonne chance au capé de Djamel Belmadi, notamment avec ce premier match face au Djibouti. Et le dimanche prochain, on reviendra Inch'Allah, sur une nouvelle victoire de l'équipe nationale donc, face au Djibouti, avant d'aborder ce dernier match, je le disais tout à l'heure, face au Burkina Faso. On passe désormais au dossier de la semaine après ce jingle. Et messieurs, donc le dossier de la semaine concerne notamment les décisions du bureau fédéral rendues publiques. Ce bureau fédéral qui a débuté dimanche dernier et qui s'est clôturé lundi, donc au siège de la Fédération algérienne de football d'El Ibrahim, avec pas mal de décisions, notamment la confirmation de la destitution du secrétaire général de la Fédération algérienne de football, Mohamed Saïd, et on va en parler dans quelques instants puisqu'on a déjà trouvé son remplaçant, mais aussi, là aussi, Ammar Bahloul n'est plus vice-président puisque Mohamed Maouch le remplace, mais surtout, il y a ce système de compétition, messieurs, qui va encore une fois changer la saison prochaine. On va voir tout ça avec ce sujet qu'a réalisé pour nous notre ami Fatah Abada, et on revient. Ouverte les 31 octobre et 1er novembre au siège de la Fédération algérienne de football sous la conduite du président Sharafdin Amara a permis enfin au bureau fédéral de dévoiler ces dates des assemblées générales de la Fédération et de la Ligue. Alors qu'on s'attendait à la programmation très prochaine d'une AGEX pour officialiser l'amendement des statuts de la Fédération, finalement la FAF a choisi de commencer par une autre AGEX, celle qui lui permettra de changer le système de compétition. La FAF a donc décidé de lancer illico presto ce projet avec l'organisation d'une assemblée générale extraordinaire dimanche 21 novembre. Elle concernera le changement du système de compétition. D'ici là, tout sera arrêté. On saura de combien sera composé ce prochain championnat et les modalités qui vont avec. Il faut dire
que la FAF n'a pas encore annoncé cette année les modalités d'accession et de relégation dans les différentes divisions. Cela a intrigué plus d'un, d'autant que les championnats en question sont opérationnels. Mais visiblement, la FAF et le MJS avaient bloqué cela afin de mieux s'organiser. Les dernières rencontres de travail ont permis de dégager une liste de décisions, des résolutions sur lesquelles travaillera le bureau fédéral avant d'exposer le projet fini aux membres de l'AG, qui auront le pouvoir d'accepter ou de refuser le plan. Car même si la FAF compte faire passer ce nouveau système, on ne peut pas encore connaître l'avis des clubs là-dessus. La réduction du nombre des équipes dans le palier supérieur à travers la création de cette Super League va certainement déplaire aux pensionnaires de la Ligue 1. Certains clubs se retrouveraient rétrogradés sans vraiment le vouloir. Au moment où ils espéraient bénéficier d'un apport financier et d'un partenaire économique, comme cela a été le cas avec 4 ou 5 clubs de l'élite. Ils se retrouveraient rétrogradés et contraints de redoubler d'efforts pour se remettre au même niveau que les autres teams. Tout cela en attendant de savoir si le processus piloté par Amr Mansoul et sa commission atteindra son but. Par ailleurs, et après le départ du secrétaire général de la FAF, Mohamed Saad, la première instance footballistique a désigné l'ex-secrétaire général de l'USMA, Mounir Debbichi, pour lui succéder au poste. Également professeur à l'ISTS, c'est aussi un ancien arbitre qui a occupé pendant un certain temps le poste de directeur général à l'USM Alger. Aussi, le membre du bureau fédéral et ancien joueur de la glorieuse équipe du FLN et président de la fondation éponyme, Mohamed Maouch, est le nouveau vice-président de la FAF en remplacement de M. Ammar Behloul. Proposé par le président de la fédération conformément à ses prérogatives statutaires et applaudi par l'ensemble des membres fédéraux présents, la désignation de M. Mohamed Maouch, coïncidant avec la commémoration du 67e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération du 1er novembre 1954, a à la fois une portée symbolique et utile pour l'instance fédérale. Dans le même cheminement, le bureau fédéral a fixé les dates des différentes assemblées générales extraordinaires, des assemblées générales ordinaires, ainsi que des assemblées générales électives des différentes ligues régionales et de wilaya. Fatah a fait le point donc sur ce bureau fédéral qui s'est tenu la semaine dernière, messieurs, et je commence par vous, Abdelnour. Encore une fois, si on doit parler du système de compétition qui sera donc changé la saison prochaine, on parle de 8 clubs ou 12 clubs en Ligue 1 la saison prochaine. Moi, ce qui est important, c'est pas la saison prochaine, c'est surtout cette saison. Moi, je trouve qu'il est aberrant d'avoir commencé le championnat de division 1 et de division 2 sans savoir quelles sont les modalités d'accession et de rétrogradation. Donc c'est unique dans les annales du football. Hein. On commence une saison, on ne sait pas qui va descendre et qui va accéder. Donc bon, j'espère que ça va pas tarder, mais logiquement, tout devait être ficelé bien avant le début du championnat. Bon, maintenant, concernant les futurs championnats, ça va être pour la saison 2023-2024, 2022-2023, j'espère. Non, c'est pour la saison prochaine, ce qui est illégal à première vue. Mais bien sûr que c'est pas logique. Si jamais il doit y avoir une modification, c'est surtout pour l'autre saison. C'est-à-dire on laisse cette saison à blanc, on attaque une deuxième saison, et à la fin de la deuxième saison, on peut procéder à n'importe quelle modification. Mais là, malheureusement, bon, on est en train d'assister. Moi, je pense que on est encore très très loin de la réalité. Si on veut progresser, on est en train de parler de professionnalisme. Il faudrait d'abord tout d'abord que la fédération puisse tenir en main et travailler non seulement pour le futur la future santé de nos clubs, mais là pour moi c'est une aberration. Ahmed, là aussi, si on doit parler des prochaines assemblées, il y aura pas mal d'assemblées qui auront lieu donc, durant ce mois de novembre, mais aussi au mois de décembre, notamment avec la G élective de la Ligue de football professionnel prévue le mercredi 22 décembre, quasiment presque à mi-chemin dans cette Ligue 1, avant de connaître un nouveau président. On aurait voulu que le nouveau président de cette ligue soit élu avant le coup d'envoi de la saison. Est-ce que vous êtes d'accord? Je peux ne pas être d'accord parce que c'est un véritable casse-tête chinois, quoique je ne suis pas un expert en assemblée. Mais je vais dire tout simplement que pour la prochaine saison, vous avez tout à l'heure dit qu'il va y avoir 12 clubs. Si on arrive à avoir 12 clubs
et éliminer les équipes qui n'ont pas les moyens, et pour garder un équilibre, je suis d'accord. Mohamed Haouchine, cette semaine aussi, la semaine dernière, a vu l'éviction du secrétaire général Mohamed Saïd, qui a été justement remplacé aujourd'hui même il y a eu la passation de consigne entre Mohamed Saïd, donc le SG sortant, avec celui qui le remplace, Debbichi en l'occurrence, qui était secrétaire général à l'USMA d'Alger, et qui, avec toutes les tensions qu'il y avait au sein du bureau fédéral, ce départ du secrétaire général était attendu. Écoutez, Saïd, de toute façon, c'était dans l'air depuis quelque temps, de la mesure où on s'attendait à ce que M. Amara, le nouveau président, impose peut-être progressivement son équipe. Il aurait dû le faire, je suppose, bien avant, en début de saison, pourquoi pas, rendre hommage à Mohamed Saïd, qui est un ancien confrère, assez compétent, il faut le dire. Bon, maintenant qu'il faut du changement et que M. Amara veut imposer ses nouveaux pions, écoutez, c'est peut-être de bon augure. Laissons, on verra les choses venir. Quant à cette histoire-là de super division, vous dites que c'est pas logique, moi je dirais que c'est pas normal. Finalement, c'est même illégal. Je dirais que c'est illégal, ce n'est pas sérieux dans la mesure où, comme l'a dit Abdenor, il faut donner le temps à tous les clubs d'avoir leurs possibilités. Si on doit changer un système de compétition, il faut le faire sur 2 ans au minimum et ne pas prendre comme ça au dépourvu les clubs à la gorge. Donc, donner la chance à tous les clubs d'avoir l'opportunité de s'engager dans une super division. Selon mes informations, qu'est-ce qui pousse notamment la fédération à agir de la sorte et dans la précipitation, c'est aussi sur une contrainte imposée par la CAF, puisque pour la saison prochaine, il sera obligatoire pour nos clubs de disposer de la licence CAF. Et cette licence CAF, messieurs, pour la saison prochaine sera assez contraignante pour nos clubs. Et ce n'est pas tous les clubs, malheureusement, qui pourront donc répondre un petit peu aux critères imposés par la CAF, notamment en ce qui concerne l'histoire des dettes, ce qui est anormal. Nos clubs ont des dettes, des sommes colossales quasiment. Donc là, la FAF, avec l'aide justement du MGS, veut un petit peu nettoyer les choses et lancer peut-être la saison prochaine une super division. On ne sait pas comment elle sera appelée. S'il faut avoir la licence CAF, moi je suis un peu d'accord. Mais cette licence CAF, il faut voir au niveau africain, il ne faut pas voir qu'en Algérie. Oui. Parce que là, il y a des pays en Afrique, c'est encore pire. C'est pire. Donc moi, je ne vois pas du tout cette utilité. Maintenant, c'est vrai que nous avons des clubs sont endettés, mais là, des dispositions qui auraient dû être prises bien avant. Parce que là, ce qu'on est en train de voir actuellement, c'est que mis à part 3 ou 4 clubs qui sont gérés par des sociétés et qui sont à l'aise financièrement, tout le reste est en train de souffrir. Mais là il doit y avoir une réflexion très profonde pour le devenir non seulement de ces clubs, mais de notre football. On parle aussi rapidement, et pour clôturer donc ce dossier, on n'a pas beaucoup de temps pour en parler, mais là, l'éviction aussi, elle était attendue, de Ammar Behloul comme vice-président. Il a été remplacé donc par, dans cette, est-ce qu'on peut dire, cette fonction, mais par Mohamed Maouch, ancien joueur de l'équipe de l'FLN. Ça dénote aussi des tensions qui sont à l'intérieur de ce bureau fédéral. On rappelle que lors du précédent mois, la réunion a vu le boycott de 7 membres de ce bureau fédéral à ce moment-là. Oui, il n'y a qu'en Algérie que ça se passe comme ça. C'est vrai qu'on est vraiment très désolé parce que, en principe, les membres du bureau fédéral doivent être vraiment travailler coude à coude, ne pas avoir, si vous voulez, ce chamboulement. Maintenant que vous avez cité que Ammar Behloul a quitté son poste et a été remplacé par Mohamed Maouch. Il n'a pas quitté, a été dégommé. Dégommé parce que je ne sais pas. Oui, je ne sais pas si c'est beaucoup plus par rapport au cumul de fonctions ou c'est autre chose. Non. Il y a un conflit entre les deux hommes. Bon, on préfère ne pas s'étaler sur l'essentiel. L'information, c'est que Mohamed Maouch, en tout cas, c'est symbolique et c'est bien pour Mohamed Maouch. Rapidement. Vous avez 10 secondes. Moi, je me tiens un peu au discours du président Sharafdine Amara. Quand il a été nommé président de la fédération, il avait tracé un programme. À aujourd'hui, ce programme-là n'a toujours pas été respecté. On n'a encore absolument rien fait. Ça fait pratiquement 8 mois qu'il est à la tête de la fédération algérienne. Bon, il est en train de procéder à des changements. J'espère maintenant que le vrai travail va commencer. Et on passe, messieurs, désormais à la Liga avec cette 3e journée après ce jingle.
Et on va revenir plus longuement donc sur le match qui s'est déroulé hier. C'était à Constantine entre le CS Constantine et le NC Magra. On va suivre ce résumé de Smaïl Ben Qadir. On revient. De tête de le côté droit. Mais attention à Belhaoui, non. Ah, c'est Kopkou qui a donné un coup de tête sur le poteau. Et Belhaoui. Kopkou. Le 1-2 pas mal, attention, il tire et le gardien Nassir qui réussit. La reprise de Kopkou. Et on joue beaucoup plus en touche. Attention, ce bon ballon. Ah oui, sur la profondeur, le centre. Et il était en retard, Bouchouareb. Sur Taïb Boudelbel, arbitre de cette rencontre, pour mettre fin à cette première mi-temps sur le score vierge de 0-0. Pas de but. Bon. Parce qu'on s'est beaucoup régalé et c'est parti pour la deuxième période avec l'espoir de voir des buts. Le gardien, voilà la remise pour Deman et le contre favorable, attention Deman et le ballon qui est dans les pieds, le but, non, le dégage, sauvetage alors là de Yassis Salih Aïboud. Le contre, il rentre dans les 18 mètres, il va chercher à tirer le meilleur coin. Et ne porte plus de casquette, attention, c'est combiné, le pénal. On réclame un penalty. On réclame un... Moi, je crois que c'est... On va l'avoir plus tôt. Oui. Alors, est-ce que ça a touché là? Inch'Allah, dans les prochains jours. Je crois que ça a touché. Voilà. Dibla qui récupère un bon ballon, attention au contre. Il écarte le ballon sur Yaïch à l'entrée des 18 mètres et le but. Le but. Et Yaïch qui pratiquement met hors de portée ce ballon. C'est la spécialité de Yaïch. Alors on le voit. Et crochet extérieur, il garde le ballon, il le tire au bon moment et il le met hors de portée du gardien. Nassir. Et c'est ce qu'il fait intelligemment, de fort belles mains. Et je crois que c'est terminé. Voilà, fin de match sifflé par M. Taïb Boudelbel sur cette action. Victoire donc du CS Constantine face au NC Magra, 1-0. Il y a eu un cas d'arbitrage durant cette partie. On n'a pas beaucoup de temps pour en parler, mais le NC Magra dit qu'il y a pénalty. Sur les images, vous me dites qu'il y a eu une faute sur que cette équipe du Magra peut-être méritait un penalty. En tout cas, messieurs, il y a en ce moment même, donc aujourd'hui, il y a eu la troisième journée qui s'est disputée aujourd'hui, donc avec le reste des rencontres, et notamment en ce moment même, au stade du 5 juillet, le Mouloudia d'Alger affronte le Wydad de Tlemcen, match qui a débuté depuis une 20 minutes de cela, avec ce score de 0 partout entre le Mouloudia d'Alger et le Wydad de Tlemcen, un match qui se déroule en ce moment même. Le Mouloudia d'Alger qui devra un petit peu confirmer la victoire acquise mardi dernier face au CR Belouizdad et après 20 minutes de jeu, donc 0 partout. Messieurs, on va communiquer, donc on va donner les résultats de cette troisième journée, donc les matchs qui se sont disputés aujourd'hui avec l'entente de Sétif. Surprise, accroché à domicile par l'AS Souchlef, 0 partout. On a le match que vous avez commenté, messieurs, donc le Paradou qui recevait le CR Belouizdad, victoire du Shabab Riadi de Belouizdad, 3-1. On va voir les images de cette rencontre et les buts notamment. Ahmed Laribi, un beau match auquel vous avez... Oui, tout à fait, un très bon match. On s'est régalé, Mohamed et moi. Et puis aujourd'hui, le CRB a su rebondir par rapport à la défaite concédé la semaine passée contre le Mouloudia. Elle a très bien entamé le match avec une véritable possession de balle. Le Parade aujourd'hui nous a un peu déçus dans son animation de jeu. Elle n'a pas eu cette capacité de possession de balle. Elle n'a pas joué dans son véritable jeu. Par contre, le CRB en deuxième mi-temps a accéléré le rythme. La rentrée de Belkhiter a permis à Belkhiter de donner 2 passes décisives. L'une a été marquée par le Libyen Al-Musrati et la deuxième a été marquée par Aït Abdeslam, le nouveau joueur de la JSK. Et puis c'était un match plein, un match rythmé. JSK pardon, Aït Abdeslam qui a joué à la JSK. Oui, qui était à la JSK. Qui vient de la JSK. Je disais qu'il vient de la JSK. Donc c'est un match plein pour le CRB et c'est tant mieux pour le CRB. Et le Paradou doit revoir sa copie au prochain match. Mohamed, vous avez commenté ce match, je le disais avec Ahmed Laribi.
Ça a été un bon match avec pas mal de buts et notamment donc, le CRB qui met pratiquement fin à la crise avec cette victoire face au Parado où il n'est jamais facile de s'imposer à Dal Beda. Je dirais très belle réaction du CR Belouizdad qui comptait que 1 point sur 2 matchs, il faut le dire, un nul et une défaite. Et bien évidemment, c'est une défaite qui, sur le plan comptable, va améliorer le classement du CR Belouizdad, mais surtout va rétablir la confiance dans un club qui a été quelque peu fissuré cette semaine après sa défaite contre le Mouloudia d'Alger. C'est bonne prise en tous les cas, une bonne victoire tout à fait méritée. Boussilo en première mi-temps, puis les deux nouveaux joueurs du CR Belouizdad, ça c'est important de le signaler, le Libyen Mosrati et l'ex-Kavil Haït Abdeslam, 3-0, c'était ficelé et la jeune équipe du Parado a eu l'honneur de sauver l'honneur, c'est le cas de le dire, en fin de match en tous les cas, par Ben Boualia qui inscrit son quatrième but, Ben Bouali qui inscrit son 4e but qui conforte sa position de leader des buteurs. Je vous avais dit qu'à 3-0, la messe était dite. Mais c'est vous qui l'avez dit. Et 3/3 pour l'US Viskra, surprenant leader de ce championnat de Liga après 3 journées. Donc l'équipe entraînée par Youssef Bouzidi s'est imposée cet après-midi à domicile face au RC Relisen, 1-0. Le GS Saoura Usma Alger, voilà, qui se joue en ce moment même 0 partout alors qu'on approche de l'heure de jeu. Les autres résultats de cette journée, évidemment la GS Kabylie qui était menée au score quasiment toute fin de match, à la 87e minute de jeu, menée 2-0 par le Net Hussein D, cette équipe du Net qui fait sensation elle aussi en ce début de saison. Mais malheureusement pour le NED, elle s'est fait rejoindre au score par cette équipe de la GSK en toute fin de match, je le disais, donc 87e et 89e minute, donc avec cette égalisation de Mouaté, l'ancien joueur du NED. L'Olympique de Médéa qui s'impose encore une fois à domicile là, face au MCO 1-0, pardon, et le RC Lerba qui a récupéré ses licences, mais pas encore enchaîné plutôt. Gagné 2 matchs, mais enchaîne quand même plutôt met fin à une série de 2 matchs et 2 défaites, puisque le RC Lerba a fait match nul face au Hilal Shelrom El-Aid. En attendant donc les résultats des 2 autres matchs, messieurs, on a fait un petit peu le tour sur la Ligue 1 avant de passer à la Ligue 2. Oui, vous l'avez si bien positif dit. Qui est tenu en échec par Sétif qui débute très mal ce championnat. Moi, je pense qu'ils vont se ressaisir. Maintenant, le gros problème qui se pose au niveau de ces clubs-là, c'est que s'il y a une défaite ou 2 défaites, il y a péril dans la maison. Et là, c'est pratiquement les entraîneurs qui risquent de sauter. Très bien, messieurs, on n'a pas beaucoup de temps. On passe à la Ligue 2 avec ce jingle. Le temps pour moi, donc, j'ai les résultats sous les yeux, donc de donner les résultats de cette 3e journée de Ligue 2. Et comme vous le savez, il y a 2 groupes donc, cette saison en Ligue 2 avec le groupe Centre-Ouest et le groupe Centre-Est. Et pour le Centre-Ouest avec notamment le derby algérois RC Kouba. USM El-Haraj, victoire des Koubéens, 2-1 qui enchaîne là aussi une 3e victoire d'affilée. Youssef, voilà, on a les images aussi avec l'équipe de Mascara qui est 2e avec 7 points en compagnie de la surprenante équipe de MC Bayed. On a les images de quelques rencontres disputées ce week-end. Et l'USM El-Haraj, malheureusement, qui est dernier au classement de cette Ligue 2 Centre-Ouest. Pour ce qui est du Centre-Est, là aussi, pas mal de derby. Avec cet alléchant, Mob de Béjaïa, GSM Béjaïa, 1 but partout. On a assisté aussi à un autre derby. Hamara Annaba qui jouait à domicile face à l'USM Annaba et victoire de l'USM Annaba 1-0. Et là, dans ce groupe Est, Centre-Est, l'US Chaouia est première. Cette équipe, en attendant de voir, donc, d'avoir tous les résultats et le tableau des 2 groupes, c'est bien de parler aussi de l'US Chaouia, messieurs, qui enchaînent là aussi une nouvelle victoire face à Borj Menaïl à domicile 2-0. Messieurs, rapidement un petit mot sur cette Ligue 2. Comment voyez-vous un petit peu les chances des uns et des autres? Moi, concernant justement le groupe Est, moi je pense que Chaouia, ça fait quand même 2 ans qu'ils essayent de rejoindre la première division.
Ils font le plein sur 3 matchs. J'espère que ça va continuer pour eux. Maintenant, du côté centre-ouest, bon, Cuba également il a fait le plein sur 3 matchs. Je pense qu'ils ont recruté des joueurs d'expérience qui vont pouvoir enfin les remettre sur le podium et essayer éventuellement d'accéder en division 1. Oui, RC Cuba. RC Cuba, oui, j'allais en parler. C'est une équipe qui a vraiment traîné la patte pendant des années. Chérif qui revient à la maison. Il y a un groupe de joueurs. Vraiment, mais est-ce que cette équipe aura les capacités de survivre? Parce que par la suite, il va y avoir des problèmes financiers. Il anticipe Ahmed Larrivé. Oui, et là j'ai envie de... Oui, 3-0, ils se sont mis la pression d'une manière indirecte. C'est bien de démarrer avec 3 victoires, 9 points, avec des joueurs aguerris. Maintenant, le plus dur reste à faire. J'ai envie de parler de la JSM Skikda, et qui a joué l'année passée en Division 1. Aujourd'hui, elle se retrouve dernière. 3 matchs, 3 défaites. Il y a aussi l'USM Harrach, classé dernier avec 1 point. C'est surprenant, c'est inquiétant. Harrach aussi en proie à pas mal de dettes et qui n'a pas encore, jusqu'aux dernières nouvelles, elle a eu aussi un problème de licence. Mais si on va suivre donc tous les résultats de cette 3e journée de Ligue 2 et le classement, et on revient. Mais si on a fait le tour donc de l'actualité du football de la semaine, Mohamed Haouchine. Oui, moi je voudrais un petit, pour terminer cette chaude retrouvaille, un petit coucou à ma petite fille Lynn qui se retrouve à Ottawa, à des milliers de kilomètres, pour lui dire qu'elle nous manque énormément. Un gros bisou de la part de papy. Et aussi, on l'embrasse aussi. On l'embrasse évidemment. Mohamed Haouchine, merci d'avoir été avec nous. Ça a été un plaisir. On espère vous voir très bientôt avec nous. Pourquoi pas. De tes yeux, c'est pas très loin quand même. Beaucoup de plaisir. Inch'Allah, merci Mohamed. Ahmed Larrivé, merci encore une fois. Merci à vous Saïd. Je pense qu'on a passé un bon moment ensemble. Mohamed tout à l'heure a parlé que Kawa Abdenour est en face. Moi je suis derrière en tant qu'axial. Donc vous êtes bien couverts. Donc je pense qu'on a passé un bon moment ensemble. Merci. Abdenour, merci encore une fois. Merci à vous. Je voulais souhaiter un prompt rétablissement à notre ancien entraîneur Hamid Zouba, qui est vraiment malade, ainsi que Rachid Makhloufi. Je profite de l'occasion, puisque notre ami Mohamed Haouchine est là, de souhaiter également un prompt rétablissement à l'ancien gardien de but de la JSK, Berkani Abdenour, et à Rizqi Koufi. Rizqi Koufi, 2 internationaux qui ont joué avec Abdenour Kao en sélection, un prompt rétablissement effectivement. Il nous reste encore 2 minutes. Juste pour la petite précision, on présente nos 500 condoléances à un ancien joueur de l'IS Amadji, qui est M. Benkanoun, qui est décédé, je pense, hier ou avant-hier. Donc, nos 500 condoléances à toute la famille Benkanoun. Merci messieurs, on espère évidemment voir notre équipe nationale s'imposer déjà ce vendredi, donc je rappelle, face au Djibouti au stade du Caire en Égypte, et par la suite à domicile face au Burkina Faso. On aura le temps de parler de ces 2 matchs, de revenir un petit peu sur les prestations décapées de Jamal Belmadi. D'ici là, je vous dis merci. Je remercie évidemment toute l'équipe technique qui avait à la réalisation de ce numéro, notamment notre ami Amel Ben Batouche qui est avec nous, donc notre réalisatrice, Youssef Saïd qui était au script, mais aussi les journalistes, toute l'équipe des journalistes. Moi aussi j'ai un petit coucou à mon frère qui fête aujourd'hui ses 17 ans, donc je lui souhaite un joyeux anniversaire. Restez branchés sur Canal Algérie et on vous dit à la semaine prochaine. Merci.